I knew that I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Bonjour et bienvenue dans le Podcastologue. Je suis ravi de vous accueillir dans cet épisode uniquement consacré à une entrevue. Vous le savez, si vous avez écouté les épisodes précédents, maintenant une semaine sur deux, nous aurons l'actualité et les discussions sur la techno entre Philippe, Bruno et moi. Et l'autre semaine, une entrevue. C'est cette semaine l'entrevue. Alors, vous allez constater un léger décrochage dans le son de ma voix entre maintenant et l'entrevue parce que on l'a retiré de l'enregistrement qu'on avait fait précédemment pour en faire un épisode autonome et désormais on fera des enregistrements autonomes pour les entrevues. Mais sans plus attendre, lançons-nous justement dans cette entrevue avec Joël René. Joël René qui est le cofondateur de Binge Audio et le président du PIA, le syndicat des producteurs indépendants de podcasts. Inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de très bons contenus dans cette émission. Vous allez entendre des choses hyper intéressantes. Nous avons appris beaucoup de choses et je suis certain que vous allez en apprendre aussi tout autant. Alors on commence immédiatement avec toi, Joël. Joël, tu es le président du PIA, le syndicat des producteurs indépendants de podcasts, mais tu es aussi le cofondateur de Binge Audio. Tu as été le directeur de la radio Le Move, ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains. Tu as été directeur des nouveaux médias à Radio France. Tu as été consultant en numérique. Alors, est-ce que jusque-là, j'ai bon? Oui, tout à fait. C'est dans un ordre à choisir, mais en gros, j'ai travaillé 10 ans dans l'audiovisuel public, Radio France et Arte France. Et avant ça, je travaillais pour la presse, j'étais consultant indépendant. Et je me suis occupé d'abord de diriger le numérique avant de travailler dans la partie plus traditionnelle pour effectivement faire fonctionner donc le vieux média à l'ère numérique avec des innovations en distribution ou en contenu. Et j'ai quitté Radio France en 2014 pour fonder Binge Audio en 2016. Justement, Binge Audio, on connaît beaucoup Binge Audio comme étant évidemment un studio de production de contenu créatif, je dirais créatif dans le sens documentaire, parlé, mais aussi comme un studio qui produit des contenus pour des marques. Par contre, j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup développé dans d'autres secteurs, notamment l'édition. Tu évoquais récemment le fait que Binge Audio était finalement maintenant aussi une maison d'édition. Est-ce que vous vous développez dans d'autres secteurs comme la production télé ou ce genre de choses, ou vous restez sur les deux créneaux édition et production audio? On est une maison qui est organisée pour faire de la production de son non linéaire. C'est important de le signaler, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas aujourd'hui tenir une radio de flux avec la programmation musicale ou des intervenants ou des matinales, etc., puisque ça supposerait une autre logistique, une autre organisation, avec des redondances, avec des équipes, avec de la maintenance, etc. Donc ça, en fait, on est organisé aujourd'hui pour faire de la production de contenu natif et non linéaire à la demande. Donc c'est, comme je disais, une vingtaine de personnes. On produit environ une centaine d'heures par an, 120 heures si je mets dedans les productions qu'on fait, les productions commerciales. Donc c'est de la production de stock principalement. Alors il y a, on va dire, quelques pourcents de fiction, c'est récent parce que c'est difficile à financer. On fait la moitié qui reste, en gros, c'est de l'info, de l'entretien, plutôt du talk, des contenus d'information. Et puis l'autre moitié en documentaire, quoi. En gros, des formats réalisés avec une écriture, avec du montage complexe, avec l'ajout de musique originale, de sound design, etc. Ce qu'on ne fait pas forcément dans la partie information. On fonctionne comme une radio avec des studios, une équipe permanente de techniciens, ils sont 3 réalisateurs. Et puis évidemment recours à des talents externes pour à la fois ou soit de la réalisation du sound design, de la composition musicale ou aussi des auteurs et différents intervenants. Donc on est organisé pour faire l'audio. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autre chose, mais ça demande quand même de choisir pour la raison pour laquelle on le fait. On a fait des livres parce que quand on a souhaité vendre des adaptations de nos livres à des éditeurs, on a pris un vent parce qu'ils nous disaient mais non, on a un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table. Alors évidemment, c'est notre podcast le plus connu. Et tous les éditeurs ont dit non, ça marchera pas, c'est grossier, tout ça. Bon. Et en fait, on a dit puisque personne n'en veut, on va l'éditer nous-mêmes et on en a vendu 80 000. Donc on s'est dit finalement, on s'en sort pas si mal, on va en faire un deuxième, puis un troisième, etc.
Donc aujourd'hui, on est éditeur, c'est une activité rentable, mais qu'on fait pareil, qui est liée à notre activité audio. C'est-à-dire, on pourrait pas être éditeur indépendant parce qu'en fait, ça fonctionne, parce que ça s'appuie sur la logistique du studio. On mutualise les choses, on a la capacité de mobiliser les audiences pour préacheter les livres et les lancer. Donc il y a une économie qui est rationnelle dans le cadre de notre activité. Et pour la production vidéo, on a fait des captations. Pour le compte de la télévision, on a fait 40 épisodes de À bientôt de te revoir, qui est le podcast qu'on fait avec Sophie Marie, dont le dernier épisode est diffusé le 9 janvier. Et France Télévisions nous a acheté les droits, on a coproduit la captation pour leur antenne numérique /. Et donc du coup, on a fait une captation et donc on a été producteur. C'est des cas où on fait nous-mêmes, mais sinon, dès qu'il s'agit de faire des adaptations audiovisuelles, ou certains bouquins, par exemple de la BD, on va plutôt travailler avec un partenaire extérieur, c'est-à-dire un coéditeur, ou alors un producteur qui fait du cinéma, etc. On fait des choses qui sont à notre portée et qui déstabilisent pas trop. C'est-à-dire, par exemple, la question s'est posée à un moment, est-ce qu'on fait des Twitch liés à chaque enregistrement et tout ça? En fait, ça demande de rajouter un technicien, une chaîne technique supplémentaire, de la distribution, bon, et du coup du community management. Et en fait, au final, l'économie de l'audio, ça reste une économie qui est avec un coût horaire qui doit rester modeste, eu égard en fait au marché. Et donc c'est compliqué de se déployer, de faire du multimédia 360. On est avant tout une maison d'audio. À propos de studios audio, il y a de plus en plus de studios qui, lorsqu'ils démarrent un projet, vont essayer de l'attaquer multiplateforme, c'est-à-dire vont aller par exemple se chercher un partenariat en production télé ou avec un éditeur. Est-ce que vous pensez comme ça quand vous initiez un projet, ou vous le pensez audio et puis après on verra ce que ça donne si c'est adaptable? Alors, en fait, ça dépend des programmes. Il y a des programmes qui se prêtent à des adaptations. C'est-à-dire, en fait, quand on produit un contenu, on dit, quel qu'il soit, divertissement, info, flux, documentaire ou fiction, on détient les droits d'adaptation pour en faire une œuvre audiovisuelle, cinéma, animation, livre, ou même des t-shirts, ce que vous voulez. C'est-à-dire, en fait, on a la possibilité de céder les droits ou d'adapter nous-mêmes. C'est ce qu'on fait avec les livres, c'est ce qu'on fait avec les captations, mais des fois, on fait des copros où on cède les droits des tiers. Par exemple, on a cédé les droits d'adaptation du Cœur sur la table en Italie, pour une version en italien. On a cédé les droits audiovisuels du Cœur sur la table. On est en train de discuter avec des producteurs qui veulent faire du documentaire ou de la fiction. Bon. Donc, ça veut dire qu'on va choisir des projets qui, sur les projets les plus coûteux, c'est-à-dire documentaire avec des coûts horaires de l'ordre de 20 000 euros de l'heure ou 15 000 euros de l'heure, entre 10 et 20 000 on va dire, on va effectivement s'intéresser au fait que les droits sont adaptables. Mais en fait, tous les projets finalement sont susceptibles d'être adaptés à partir du moment où il y a du talent. Et donc, ce qui est bon pour le podcast peut être bon ailleurs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas en disant il va falloir concevoir en même temps tous les projets. On se dit, ça c'est bien, c'est d'abord un bon programme audio, c'est justifié de le faire en audio, et on détient les droits pour éventuellement pouvoir l'adapter. Et idéalement, si on en fait la promotion aussi, avant même d'avoir commencé à produire, mais ça nous occupe, il y a une personne qui s'occupe de ça chez nous, ça occupe pas toute la boîte, et c'est pas forcément conditionné. On va d'abord analyser l'opportunité nous-mêmes de prendre le risque sur la production. On va pas vérifier qu'on a un intérêt dans toutes les cases avant de lancer, parce que sinon en fait on ferait jamais rien. Tu parles de tous les projets donc que vous avez, tous les podcasts que vous lancez. Est-ce que sur les réseaux sociaux vous travaillez de la même manière? Est-ce que vous ouvrez le même nombre de comptes pour chaque projet que vous faites? Est-ce qu'il y a une même logique pour tous les podcasts que vous produisez, ou alors c'est vraiment selon le podcast vous allez sur telle ou telle plateforme? Ou comment vous faites en termes de déploiement sur les réseaux sociaux pour chaque projet? C'est un peu selon le podcast, ou vous avez la même méthodologie pour toutes? En gros, on dispose depuis 2 ans en fait d'une responsable marketing qu'on a recrutée chez Google et qui elle un peu a rationalisé tout ça, parce qu'on a fait des additions de différents trucs. Ça s'est sédimenté, et puis des fois et puis après il y a des réseaux qui apparaissent, qui disparaissent. Donc en gros, je dirais que parce qu'aujourd'hui le réseau du podcast c'est Instagram, mais en fait
c'est parce que c'est là où les gens discutent des projets, se les recommandent. Ce qui est un paradoxe puisque c'est pas un réseau en format texte réellement, donc c'est des textes dans des images. Enfin, c'est peu. Bon, on va produire plus de petits formats promotionnels en vidéo carrée, vidéo verticale, dans lequel on va parler de nos contenus. Là où on n'est pas allé encore, parce qu'on n'a pas le temps, on a fait des trucs en Twitch pas mal, mais on a un rendement assez faible. Et sur TikTok, en fait, on le fait voilà, de manière annexe, mais pas principale. En gros, notre réseau principal, c'est Instagram et Facebook, principalement Instagram. Et on a des comptes Twitter. Mais en fait, au départ, on ouvrait systématiquement un compte Twitter par émission. Aujourd'hui, en gros, on a un compte Twitter, Instagram pour les grandes émissions, c'est-à-dire les top 5. Mais les nouvelles émissions, on essaie plutôt de créer qu'un compte Instagram quand c'est des gros formats. Et sinon, on héberge le reste plutôt sous la marque Ombrelle Binge Audio. Parce que sinon, ça nous fait des déduplications un peu compliquées. On n'a pas le temps d'animer tout. On fait du doublonnage. C'est pas très facile. Donc, on a aujourd'hui, en gros, 4-5 grands comptes Instagram. Pareil en Twitter. Et on vit avec ça, quoi. Ouais, puis vous avez aussi des personnalités qui ont déjà des réseaux qui sont assez étendus. Donc j'imagine que vous vous appuyez, bien entendu, sur les réseaux sociaux des animateurs, animatrices ou créateurs, créatrices de ces contenus-là. Oui, alors par ailleurs, il y a des gens qui nous rejoignent avec déjà des communautés. Il y a des gens aussi qui démarrent chez nous et qui constituent des communautés. Et en fait, ça joue, ça c'est vrai, mais après on contractualise pas ce que font les auteurs-autrices avec leur propre communauté. Nous, on gère le compte de la marque. On détient la propriété intellectuelle des émissions, de la marque, des comptes et tout ça. Voilà, mais on les gère en général de manière informelle, en bonne intelligence avec les talents. Après, les talents qui travaillent avec nous constituent, grâce aussi au succès des podcasts, une communauté. Et après, on a des demandes de plus en plus, notamment de la part des plateformes, qui souhaitent quand même, quand ils lancent un projet, avoir des auteurs qui disposent déjà d'une communauté d'une manière ou d'une autre, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ou autre. C'est drôle, c'est un peu comme dans l'univers du livre où au départ on s'intéressait pas du tout à ça et où maintenant systématiquement les éditeurs demandent aux auteurs quelle est l'étendue de ton réseau, combien tu as d'abonnés sur tes réseaux sociaux. On est vraiment dans le même dans les mêmes paramètres, c'est assez drôle. Mais sans que ce soit central, je veux dire sans que ça soit, c'est un petit plus. J'imagine que c'est pas une condition sine qua non évidemment. Oui, parce que quelqu'un qui a beaucoup de talent qu'on découvrirait inconnu, c'est idéal, parce que c'est là où toujours on peut mieux négocier avec lui du travail et qu'il est plus disponible quand il commence à être connu. C'est qui parle là? C'est le patron de Binge ou c'est le patron du PIA du syndicat? Non, mais là je parle en tant que Binge, en fait, c'est que mais ce cas se présentera jamais. Les gens que vous découvrez à la sortie de l'école et que c'est vous qui faites, ça marche pas comme ça. En général, une partie du boulot est fait parce que vous l'accompagnez, et puis une partie est fait par le talent de la personne, et il saurait bien marcher sans nous. Et puis derrière, une fois qu'il a fait un bout de chemin avec nous, soit il a des bonnes raisons de continuer, soit il va logiquement faire valoir ses talents ailleurs pour à la fois un renouvellement créatif ou patrimonial. Donc c'est vraiment deux sujets différents. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est normal quand vous êtes éditeur, nous on est éditeur de radio, on est éditeur de livres, que quand vous travaillez avec un talent, d'abord ce qui compte c'est quand même le talent, on est dans le marketing de l'offre, mais la notoriété, je dirais, est utile, ça peut être un critère, et c'est logique, c'est plus facile d'éditer un bouquin de quelqu'un de connu que quelqu'un d'inconnu, etc. Il y a rien d'anormal. Quand vous prenez quelqu'un en télévision, je pense que ça fonctionne pareil. Vous allez avec le capital de la personne. Philippe ? Est-ce que dans un studio de production, on parle de droits, de retransmission, de droits patrimoniaux, de choses comme ça. Est-ce que la partie juridique est pas la plus importante quand on a un studio de prod comme ça? C'est-à-dire parce qu'il faut, c'est des droits, enfin, je suppose que quand vous lancez un projet, il faut que tout soit bien cadré juridiquement, que les auteurs sachent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, et derrière, si jamais, je prends l'exemple par exemple de Cerno qui a dit que il avait racheté les droits de super-héros, si je me trompe pas, à Binge Audio. Donc, est-ce que le service juridique, c'est pas, quand on veut se lancer dans une boîte de prod, c'est pas le plus important quelque part? Je dirais, dans la production audiovisuelle,
La question contractuelle, elle est centrale, puisqu'en fait, c'est ça qui détermine ce que vous pouvez faire ou pas faire, et ce qu'on vous doit ou ce qu'on vous doit pas. Puisque le reste, c'est de l'œuvre immatérielle, c'est un truc qu'on vous fournit pas, c'est des lignes de texte, c'est un scénario, c'est un projet, tout ça. Bon. Alors ça a toujours été le cas en cinéma, en audiovisuel, en télévision. Ce qui compte d'abord, c'est le contrat que vous avez avec les ayants droit et le diffuseur, notamment aussi parce que ça impacte la possibilité d'avoir des financements de type CNC, donc l'équivalent du fonds belge des médias au Canada, etc. Et donc du coup, faut avoir une logistique contractuelle qui soit en place. Ce qui est propre au numérique, c'est que, en gros, si vous voulez innover, et ça, moi j'ai constaté ça à l'époque d'Arte en 2008 et également à Radio France, etc. C'est-à-dire que la gestion des droits, enfin la réussite dans le secteur numérique, c'est avant tout de l'ingénierie contractuelle, juridique et du marketing, quoi. En gros, il faut être capable de bien gérer les droits sur les différents supports. À l'époque, à la radio, en fait, on avait du hertzien, on avait un contrat type il n'y avait pas de rattrapage. À la Radio France, c'est un contrat de type UER pour les radiodiffusions qui tient sur une page, voilà, qu'on fait signer aux artistes, tiens, pour faire un live. Enfin bon, là, ça s'est complexifié parce que vous avez du rattrapage, des plateformes, du YouTube, vous avez du truc dans du flux RSS, vous avez la pub qui est dessus, vous avez des délais de prescription, d'exposition, vous avez derrière voilà, de la gestion collective qui doit apparaître sur les plateformes, les droits d'auteur, bon. Donc en fait, au début, nous on a démarré Binge Audio, j'ai tout de suite fait appel à un cabinet d'avocats, on consentait pour tous les contrats qu'on a fait, même les premiers pigistes et tout ça, en fait, ils avaient un contrat dans lequel on rémunérait à la fois les droits d'exploitation primaire, les droits d'exploitation secondaire, on payait des charges dessus, on vérifiait qu'on mentionnait toutes les utilisations, on prévoyait les trucs qui viendraient plus tard qu'on savait pas, parce qu'en fait, si vous n'avez pas ça, après vous avez des contenus que vous pouvez pas exploiter. Donc ça sert à rien, c'est de l'argent que vous foutez en l'air. Alors après, ça veut pas dire que vous allez pouvoir tout exploiter, mais le stock, en fait, le podcast, c'est un tiers de l'audience est fait sur la longue traîne, sur le stock. Donc si vous pouvez plus exploiter au bout de 6 mois parce que vous n'avez pas pensé à prendre les droits, si vous pouvez plus adapter parce que voilà, si vous avez un accord à signer avec Spotify et puis que vous n'avez pas le droit de le mettre sur Spotify parce que vous avez oublié bon. Donc oui, ça prend du temps. Alors le truc c'est qu'on est des petites boîtes. Donc nous on le fait dans la mesure de nos moyens. Par analogie, on adapte des contrats télé, tout ça, puis on les refait. On fait valider les gros contrats par des avocats, puis les autres on les fait nous-mêmes. On fait valider nos contrats de travail. On a mis en commun, on a créé un syndicat pour mettre en commun nos pratiques contractuelles. Ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes contrats. Ça veut dire qu'en fait, on pense aux mêmes choses dans les contrats. Et puis, on essaie de travailler ensemble le destin de ces contenus dans l'intérêt de tous les ayants droit. Parce qu'il y a les producteurs, mais il y a aussi les droits voisins de la musique, il y a les droits d'auteur de la musique, il y a les droits d'auteur des documentaristes, les droits d'auteur des scénaristes et tout ça. Donc, il faut faire évoluer. Et puis, je parle pas des comédiens, parce qu'on discute aussi avec les gens, les voix et tout ça. Donc, c'est un sujet complexe qu'on peut pas traiter de manière individuelle. Et dans tous les cas, qui demande à chaque fois que la partie contractuelle soit pas négligée. Parce que vous pouvez pas uniquement se dire, je tape dans la main, puis on verra plus tard. Parce que après, vous êtes coincé 2 ans après, la personne, elle veut reprendre ses droits pour faire autre chose et vous avez plus le programme, etc. C'est la clarté là-dedans. C'est effectivement, on est dans un état de droit et donc toutes les exploitations de la propriété intellectuelle doivent être prévues. Donc c'est des contrats longs, c'est du temps. C'est aussi de l'évangélisation, de la formation des ayants droit. Des auteurs savent pas toujours à quoi ils ont droit, etc. Donc c'est une partie essentielle et on est souvent en sous-effectif pour la traiter parce que chez nous il y a une chargée d'admin et une direction générale qui traitent ça pour 8 productrices et un cabinet d'avocats à qui on paye des honoraires. Par exemple, juste un exemple, si vous voulez déposer une marque de podcast, ça vous coûte 300 € en France de recherche d'antériorité et le dépôt va vous coûter 550 €, incluant... il faut, si vous disposez pas des droits ensuite, je dirais, la valorisation de votre boîte, elle est pas bonne, quoi. Donc, vous devez consentir à ces dépenses. Ouais, puis ça va loin parce que je me rappelle du débat d'il y a quelques mois, peut-être un peu plus, sur certaines personnes qui avaient été interviewées dans un podcast intimiste. C'était quoi? C'était, je sais plus de quel podcast il s'agissait, et puis qui ont dit après, oui, mais moi j'ai donné une entrevue, j'ai parlé de mon expérience, j'ai partagé ma vie dans un podcast, mais je suis pas tout à fait d'accord, ou en tout cas, je
m'interroge sur le fait qu'on utilise ce contenu dans un livre, puisqu'on décline finalement ce podcast dans un livre. Donc la question, faut vraiment anticiper très très loin finalement quand on pense quand on voit un peu comment les choses peuvent se dérouler quelques années plus tard. Oui, et puis surtout, c'est pour que l'ensemble des intervenants considèrent que ils sont traités de manière équitable. C'est-à-dire, vous pouvez pas créer de valeur de manière déséquilibrée. Donc voilà. Là, donc, c'est le syndicaliste qui parle. Oui, mais je dis ça, c'est en pensant à la partie adverse d'abord, parce qu'on a toujours tendance à parler en disant les producteurs, ils captent les droits, tout ça. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on propose un salaire à des auteurs qui travaillent, en contrepartie, ils fournissent une œuvre, puis après, on est chargé de la promouvoir, de la distribuer et d'assurer sa conservation et sa distribution, etc. Mais il faut que l'auteur ait l'impression d'avoir fait aussi une bonne affaire et que son œuvre, on va bien la défendre. Qu'on va faire en sorte, quand on va la diffuser quelque part, que les droits d'auteur lui soient payés. C'est-à-dire la rémunération proportionnelle, qui est un cas qui existe pas exactement sous la même forme en Amérique du Nord, puisque c'est le régime du copyright qui va fonctionner, là où nous, en fait, pour chaque écoute, il y a des droits d'auteur qui sont payés à la SCAM, qui vont ensuite rémunérer les auteurs. Ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne si les deux parties ont l'impression de faire une bonne affaire, donc ça prend du temps, parce qu'il faut discuter de ces sujets. Et pour comment dirais-je, parler des droits, parce que tu donnes la question de Cerno, puisque en fait, Cerno, il a commencé chez nous, Julien Cerno-Bory, et effectivement, ensuite, on a produit, on détenait les droits de production. Ensuite, il a souhaité prendre son indépendance. On a fait donc une transaction, et il a récupéré les droits de ses œuvres pour pouvoir les distribuer lui-même. Donc, il y a eu des contreparties, pour arriver à cette transaction, mais on a valorisé le travail. Et en fait, c'est pas parce que vous détenez les droits d'auteur que vous détenez les droits de producteur. Donc, et d'ailleurs, c'était un accord qui était équilibré, tout le monde était content, et on est ravi qu'il ait persévéré et qu'il ait prospéré de manière indépendante. Question là, tu parlais j'ai cru entendre que tu parlais de la SCAM. Est-ce que les auteurs de podcasts doivent s'inscrire à la SCAM? Est-ce qu'ils y ont un intérêt? Ah bah bien sûr. De toute façon, en général, ils sont sociétaires. Hein. Je te pose la question parce que tous ne le savent pas, visiblement. Non, alors, si vous êtes un auteur ou une autrice français ou travaillant pour un producteur, diffuseur, éditeur français, il est évident que le PIA, alors là, je vais parler, le PIA et même Binge Audio recommande aux auteurs de devenir sociétaire de la SCAM, puisque la SCAM va collecter les droits de diffusion pour le compte de l'auteur auprès des diffuseurs, et ensuite lui reverser, individualisé, proportionnellement à l'écoute. Donc en gros, c'est comme la SACEM pour les musiciens, qui va collecter aux radios et à Spotify, et après qui va payer ce qu'il doit à l'auteur. Et évidemment que s'il n'est pas membre de la SCAM, c'est chiant parce qu'il va falloir qu'il récupère ses droits lui-même auprès des éditeurs. Donc c'est un peu de boulot, quoi. Nous, on n'a quasiment aucun auteur qui n'est pas sociétaire de la SCAM, et quelqu'un viendrait chez nous sans être membre de la SCAM, je dirais que c'est un handicap, parce qu'en fait, ça nous fait chier. Il faut qu'on gère ses droits de manière individuelle, et c'est compliqué. Donc, on préfère lui dire, va à la SCAM, parce que nous, on paye la SCAM, et après, c'est lui qui va te donner, c'est la SCAM qui va te donner l'argent. Et la gestion collective, ça marche bien. Oui, mais c'est pas le cas de toutes les... mais Joël, Philippe, peut-être que tu allais dire ça, mais toutes les compagnies de production n'ont pas cette vision-là, et toutes ne le disent pas clairement, mais toutes sont pas à la SCAM. Attention, vous n'êtes pas obligé d'être à la SCAM quand vous êtes producteur. Vous êtes obligé de signer avec la SCAM si vous êtes éditeur. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez produire des podcasts et les vendre à Spotify, à Apple, à Google, à qui vous voulez, à la radio. C'est pas vous l'éditeur, donc vous n'avez rien à payer à la SCAM. Vous payez que la partie... Faisons 2 minutes de trucs chiants juridiques, mais donc voilà. Ensuite, si vous êtes une radio et que vous employez des gens qui sont à la SCAM, qui souvent ils le sont parce que tous les journalistes le sont, la plupart des hosts le sont, etc. Bon, vous êtes obligé de signer à la SCAM, donc parce que la SCAM détient les droits des ayants droit. Donc il va vous dire, il y a des gens. En fait, vous devez signer à la SCAM pour 3 raisons. Je fais le boulot de la SCAM là. Vous communiquez une œuvre du répertoire de la SCAM au public. La SCAM, c'est le documentaire principalement. Vous le permettez son téléchargement et vous permettez son stockage en local. Donc c'est une des 3 conditions, voire voilà. Donc moi je suis producteur et éditeur, c'est-à-dire je diffuse les podcasts sous la marque Binge Audio. Donc il faut que je paye à la SCAM. Une radio doit signer à la SCAM si elle diffuse encore une fois du documentaire, parce que si elle diffuse ni documentaire, ni entretien, voilà, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé d'être à la SACD si vous diffusez pas de fiction. Bon.
Mais à partir du moment où vous diffusez de la musique, il faudra signer avec la SACEM, diffuser de la fiction, il faut signer avec la SACD, parce que vous n'avez pas le choix, parce que la SCAM détient un mandat pour collecter. Donc, tous les producteurs et éditeurs membres du syndicat PIA ont signé un accord, ou vont le faire quand ils ne l'ont pas fait, avec la SCAM, puisque en fait, nous, on recommande la gestion collective pour le paiement des droits de diffusion. Le droit de diffusion, hein, c'est l'exploitation secondaire qui est faite d'une œuvre. C'est comme pour la musique, quand ça passe à la radio, eh ben, du coup, il doit y avoir un paiement qui est fait proportionnel au nombre de passages et à l'audience. Et on va signer avec la SACEM aussi pour les mêmes raisons. On ne peut plus clair. C'est un peu chiant ça comme sujet, mais c'est fondamental. Non, mais oui. Puis écoute, même si on s'adresse aux gens qui font déjà partie ou qui sont déjà plus ou moins impliqués dans l'industrie, c'est quand même des points qui restent, moi, à mon avis, très méconnus. Alors justement, tu parlais d'auteurs, de gens qui développent des projets avec vous. Binge, comme en tant qu'entité de production et en tant qu'éditeur de contenu. Ça se passe comment quand on veut vous soumettre un projet? Est-ce que vous avez un processus spécifique? Est-ce qu'on l'envoie à quelqu'un en particulier? Est-ce que vous avez des critères? Vous avez quand même une ligne éditoriale qui est on ne peut plus claire quand même sur le sociétal beaucoup. Donne-nous un peu les clés pour quelqu'un qui voudrait entrer en contact avec vous proposer un projet. Alors, on a un formulaire sur le site dans lequel on remplit, je sais plus trop ce qu'il y a marqué dessus d'ailleurs, mais en gros, c'est tout en bas. Il y a marqué soumettre un projet. On l'a pas mis en gros dessus parce que voilà. Et en gros, on va dire, on explique ce qu'on veut. Alors, la réalité, c'est que ça sert pas à grand chose, que les gens, en fait, ils lisent pas tellement ça et ils nous envoient quand même le projet. Mais je le répète, on veut quand même des bonnes histoires, voilà, des enquêtes, on prend. Des épiphanies, c'est un sujet de société engagé qui va devenir majeur dans un avenir proche, explorer un domaine qui prendra une place importante dans la société de demain, des choses qui veulent provoquer une réflexion collective sur des normes qu'on pense établies, une obsession qui trouve pas sa place ailleurs, voilà, ça c'est, si à ça, écrivez-nous. Et des talents, voilà, ça c'est bon. Et effectivement, en gros, on s'engage sur un nombre restreint. Donc, nous, on va demander une présentation générale du projet en maximum 3000 caractères, et puis un lien et le nom de la personne. En gros, ça c'est si on ne nous connaît pas, on passe par là. Souvent, les gens qui nous contactent, c'est des gens qui ont des fois un peu d'expérience. Et donc, ils savent où nous trouver, ils ont une recommandation ici ou là, ils nous envoient un mail, ils sont recommandés par quelqu'un, parce que c'est des gens qu'on a identifiés, qu'on connaît, dont on peut connaître le travail, et qui savent présenter un projet au directeur de la rédaction. En gros, ça peut arriver directement via nos auteurs-autrices, bref, ça arrive par tous les côtés, et quand on connaît personne, dans ce formulaire. On répond pas à tout, parce qu'on en reçoit beaucoup, et on répond aux choses quand c'est des gens qu'on connaît un peu, mais on peut pas répondre à tout. Et on répond évidemment non à 99% des cas, parce qu'on est une petite boîte et qu'on n'a pas la possibilité de traiter tout. Mais de la même manière qu'un producteur de cinéma ou un éditeur refuse 99% des manuscrits. Donc, on a un comité éditorial qui comprend, outre les dirigeants, les 2 rédacteurs en chef, Victoire Toignon, Thomas Rozek, la partie production audiovisuelle, le marketing, la partie production extérieure et les éditions. Et on va, une fois par mois, pendant 2 heures, évoquer un nombre restreint de projets qui nous semblent intéressants à instruire. Et qui fait le premier filtre des projets, parce que tu parles d'un nombre restreint? Ouais, ce premier filtre, il est fait entre ces personnes du COMED et ces 6-7 personnes et principalement moi et le directeur de la rédaction. Voilà. Après, les rédacteurs en chef, ils sont 2. S'ils proposent un projet, on va les prendre sans les filtrer, quoi. En général, ils ont une autorité suffisante pour les proposer, mais on essaie d'avoir un maximum 5-6 projets, parce que bon. Donc c'est un peu informel, c'est-à-dire des fois, on veut soit susciter un débat, une discussion sur le projet, soit on veut avoir l'avis des uns et des autres. C'est une instance qui est consultative, pas tellement délibérative. C'est-à-dire on essaie de discuter ensemble quelles sont les raisons pour lesquelles on le ferait, pourquoi, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a une opportunité de pouvoir le financer, avec qui, et puis éventuellement ça fait aussi évoluer nos critères. Là par exemple on va lancer en janvier un pilote avec une journaliste de la télévision sur un talk, sur un sujet de société féminin, plutôt plus âgé que ce qu'on fait d'habitude.
Et à ce moment, c'est passé par le COMED, on a débattu de l'opportunité de le faire, de trouver des sponsors, du talent de la personne, voilà, du territoire, du format. Et ensuite, ça nous permet de dire, bah voilà, on le faisait pas avant, mais est-ce qu'on a intérêt à le faire, est-ce qu'on a intérêt à chercher là-dedans, etc. Question, les éditeurs, les producteurs éditeurs au Québec, au Canada, les plus importants deviennent de plus en plus exigeants sur la nature du matériel à fournir quand on fait une offre. Est-ce que vous, par exemple, vous demandez un synopsis, l'écriture d'un scénario ou même un petit démo audio du projet, ou vous vous contentez vraiment d'un mini synopsis d'une page pour essayer de comprendre quelle est la nature du projet? En fait, il n'y a pas de règle. Il y a des projets qui nous arrivent dans un mail avec 4 lignes. Ça dépend qui l'envoie. Voilà, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des références et du talent identifié, qui nous envoie 4 lignes, ça peut passer. Mais ça suffit pas. Des fois, on se dit bah ça suffit pas. On va dire bah est-ce que tu peux nous écrire une page, voilà. En général, au stade primitif, une page suffit parce qu'on comprend assez vite de quoi il s'agit. Après, derrière, on va consentir un petit budget pour que la personne travaille, fasse un déroulé, un synopsis, découpe le truc. Faut travailler 2-3 jours pour arriver à quelque chose, que ce soit par exemple pour une série de talk ou une série documentaire ou fiction, quoi. Donc il n'y a pas de règle. En général, ça sert à rien. Il y a aucun projet qui ne peut pas se traiter en 2 pages. Il y a aucun projet. Même je pense même les 10 commandements de Cécile B2000, ça se traite en 2 pages d'abord. Hein. Donc, Non, mais c'est intéressant parce que moi, je constate ça. De temps en temps, on me demande comment on fait pour soumettre un projet. Je vois que les demandes sont de plus en plus exigeantes. Et des fois, je trouve que quand on demande, par exemple, à quelqu'un d'écrire le synopsis d'un premier épisode, voire même d'arriver avec un premier épisode réalisé, je trouve que ça fausse complètement la nature de la demande parce que c'est pas à ce stade de l'idéation que tu es capable de donner le meilleur du contenu à un projet. Et c'est un peu comme se présenter en pyjama à une soirée. Tu comprends, demander à quelqu'un de venir en pyjama alors qu'on s'attend à ce qu'il vienne en tenue de soirée. Et pour ça lui demande de la préparation, ça lui demande d'avoir déjà fait des entrevues, ça lui demande d'avoir déjà travaillé son sujet, d'avoir à la fois une vision éditoriale écrite de son projet, mais aussi audio, de savoir qu'est-ce que les gens ont raconté dans ton projet. Donc, on est très très loin de ça, à mon avis, quand on est au départ d'un projet. Donc, vous avez cette intelligence-là de laisser le projet grandir. Bah non, mais c'est, en gros, nous, on est là pour accompagner les projets. On cherche pas forcément des gens autonomes qui fassent tout, parce que sinon, ils ont pas besoin de nous. Quelqu'un qui arriverait avec un truc déjà monté, réalisé, avec la musique et il y a plus qu'à faire le mixage, à la limite, pourquoi il nous l'amène? Donc, en fait, nous, on cherche d'abord une histoire des sujets, des envies. Après, derrière, on fait le boulot d'accompagnement, d'aider l'écriture, d'aider la production, le sound design, la réalisation, le montage, la distribution, la mise en marché. Tout ça, c'est notre boulot. Donc, en fait, ça tient sur 1 page, 2 pages. Ça, d'abord. Après, derrière, ça sert à rien de travailler pour rien. On va éventuellement, à ce moment-là, vérifier l'opportunité d'aller plus loin. Par exemple, on fait à Brest, à Longueur d'onde, qui est le festival qui a lieu en février, le festival de la radio et de l'écoute, qui est organisé là-bas depuis 20 ans ou 25 ans. On organise une séance de pitch avec des jeunes auteurs. Bon, on leur demande, on en sélectionne 8 qui ont 7 minutes pour présenter, et pour choisir ces 8, on leur demande 1 page ou 2 pages. Et ça suffit. Des fois, il y en a qui ont tourné des rushs, des fois, donc ils nous envoient des extraits. Mais on a besoin d'1 minute pour savoir s'il y a une bonne matière ou pas. Savoir si c'est bien enregistré, ou alors si c'est un micro sur la table. Savoir... voilà, ça suffit. S'il y a un propos, s'il y a quelque chose, voilà, ça suffit. Et t'as déjà eu envie d'avoir des podcasts qui existent déjà et que tu veux sur Binge Audio? Ça t'est jamais arrivé? Non, mais tu vois, par exemple, on a acheté les droits donc à la RTS. Donc, oui, celui-là, c'est parce que vous l'avez entendu et tu t'es dit, ouais. Il faut qu'on a envie de le prendre. Est-ce qu'ils vont être OK? Mais je voulais prendre les droits des podcasts de Stéphane à Radio-Canada et ils n'ont pas voulu me les céder. C'est normal. Mais ça, c'est autre chose. Ils voulaient les filer contre la radio francophone publique, mais les Suisses sont apparemment sont plus ouverts.
Et c'est pour ça que quand c'est la merde dans nos pays, on va tous chez les Suisses. Hein, il y a bien une raison. Quoi. Et donc, d'ailleurs, je vous signale, messieurs, qu'on est écouté. J'ai regardé les dernières statistiques du balado, le podcastologue. On est écouté en Belgique et aussi en Suisse. Alors, je pense que ça doit être le banquier de Philippe, c'est qui nous écoute. Non, mais arrête on est écouté avec tes clichés. Ils sont pas tous. C'est vrai, c'est mal. C'est vrai, c'est mal. Vous étiez au Canada, il y a avec des trappeurs, en fait. Vous allez. On est quand même deux Canadiens en haut ton d'écran et on a tous les deux la barbe, hein, je te signale. Pour répondre à la question de Philippe, en fait, au début, il arrivait qu'il y a des podcasts déjà faits, de gens qui travaillent, et puis on donne un coup de main. On s'occupait juste de faire l'enregistrement et on les produisait pas, quoi. Mais en fait, après, on a du mal à les monétiser. Et puis, si on paye pas les gens, on peut pas diriger le programme, quoi. Donc, c'est compliqué, personne n'y retrouve trop son intérêt. Nous, on préfère produire des trucs, les diffuser et être à l'initial. Après, il n'y a pas de second marché du podcast comme en télé ou en cinéma. Sinon, en fait, on achèterait plus souvent des trucs. On a quand même une marque éditeur Binge Audio, donc on est plutôt à l'initiative des projets. Ça n'empêche pas d'être opportuniste quand le cas se présente. Par exemple, il y avait un truc à longueur d'onde qui avait gagné le prix Petites Ondes en 2019. C'était une enquête en 2 épisodes vraiment remarquable sur un accident qu'il y avait eu dans des silos à sucre dans la Brie, où il y avait eu 2 morts, 2 cordistes en fait, et bon, il avait été jugé. C'était une enquête sur les conditions de travail, sur l'accident. Bon, on avait acheté les droits de diffusion pour le diffuser chez nous. On avait acheté ça 500 €, et puis on l'avait diffusé. On peut le faire quand, ça peut rentrer dans nos lignes, quoi. Et justement, parlant de ligne éditoriale, c'est quoi? Comment tu définirais la ligne éditoriale de Binge aujourd'hui? Eh ben, tu sais, la ligne éditoriale, ça se définit souvent un peu par défaut, par opposition, c'est-à-dire à ce qu'on n'est pas, quoi. Et c'est vivant. C'est compliqué de dire, on est la ligne des sujets de société, de déconstruction, progressiste, 25-35, parce qu'en fait, c'est pas que vrai. On a fait plusieurs pilotes, on n'a jamais réussi à le produire, mais c'était sur les dernières batailles de l'armée française, le pont de la Vrebnia, il y avait l'assaut de l'hôtel Radisson, qui était soit des combats de haute intensité, soit en Afghanistan notamment, etc. Et on a, entre guillemets, c'est des sujets de droite, mais en fait, on l'avait avec un auteur d'ailleurs qui était un auteur connu dans ce secteur, qui est plutôt un auteur de droite, mais on l'avait fait à notre manière et il y avait une dimension narrative. En fait, c'était d'ailleurs, on a été rattrapé par l'actualité, c'est l'idée de dire, mais en fait, on est en guerre depuis 50 ans parce que l'armée française, elle passe son temps toute l'année, et puis il y a une vingtaine de morts par an les années calmes de gens. Soit d'accidents de la route, soit qui prennent des bastos de différents ennemis, et donc il faut le raconter. Et ça, alors en interne, les gens étaient dubitatifs, c'était compliqué de le monter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet dont on n'aurait pas pu penser que nous, on aurait pu le faire. Mais par exemple, on n'a pas de limite sur la façon dont les sujets dont on pourrait s'emparer. Donc en fait, la ligne éditoriale, c'est vivant, c'est un truc qu'on va en chaque comité éditorial, conférence de rédaction, on va se poser la question de l'opportunité de le faire, de l'intérêt et de la cohérence surtout. Est-ce que les gens qui nous écoutent trouveraient cohérent qu'on le fasse? Est-ce qu'on est justifié et légitime à le faire? C'est principalement ça. En gros, on va quand même traiter de sujets dans une perspective d'aller défricher des terrains et de mettre en avant des thématiques importantes qui sont utiles au sein de la société. Voilà, j'essaie de le résumer comme ça, mais ça définit pas de manière exhaustive ce qu'on fait. On peut faire autre chose. Qu'est-ce que tu penses, Joël, de ces boîtes qui rachètent, genre Podix et autres, qui rachètent des boîtes de prod? C'est quoi ton avis sur ce phénomène nouveau? En fait, il se passe dans le podcast ce qui se passe dans l'audiovisuel, le cinéma, la production de flux, de documentaires, de fiction. Aujourd'hui, c'est un secteur... alors, avec la différence, c'est que la production audiovisuelle, elle est aidée. Il y a des fonds d'aide à la production. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, vous avez des groupes comme Banijay, Media One, Elephant, tout ça, Webedia, c'est des boîtes qui elles-mêmes possèdent 50, 120 boîtes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille sur des formats du développement, et c'est souvent une addition de segments, en fait, ce marché. Et on peut pas traiter le marché audiovisuel de manière massive. Donc, c'est plus utile d'avoir 10 boîtes avec 5-10 personnes que d'avoir une boîte de 50, parce qu'en fait, vous allez pas pouvoir faire tout ce que veulent toutes les chaînes, par exemple. Bon, c'est la même chose en podcast.
C'est-à-dire qu'en fait, le podcast, c'est un marché qui grossit, mais pas suffisamment vite. Et donc, il y a un nécessaire mouvement de consolidation. C'est-à-dire, en gros, on mutualise un peu ce qui peut être mutualisé, le légal, le juridique, le traitement des paies, la gestion, les régies publicitaires. Et on garde spécifique les marques qui auront chacun un public avec une autonomie artistique dans chacun des formats, dans chacun des marques. Ça, c'est un mouvement qui a démarré chez nous dans le podcast l'an dernier et qui, à mon avis, est pas prêt de s'arrêter. Ça va continuer. Il y aura des consolidations, des fusions, des rachats et des nouvelles boîtes qui vont arriver. Et voilà, ça va être un mouvement un peu comme ça. C'est comme dans l'audiovisuel ou le cinéma. Et là, on bascule vers le syndicaliste, le président du PIA. T'as pas peur que ça finisse par une concentration, justement, pas forcément pas forcément problématique sur le plan des boîtes qui sont différentes les unes des autres, mais plus sur l'éditorial, que ça finisse un peu comme dans la presse papier, où cette concentration éditoriale finalement aboutit à avoir des mammouths dans tel ou tel domaine qui resserrent de plus en plus l'éditorial sur un ou deux angles. Alors, dans la presse papier, t'as quand même de la diversité. Tu peux pas dire qu'il y a un journal qui est en position de monopole. Le monopole, il se fait sur la distribution, Google, mais en fait, derrière... il se fait sur les propriétaires, quand même. T'as quelques grands propriétaires qui... mais alors, c'est encore un autre... Enfin, aujourd'hui, la question, c'est que la presse... Mais restons sur le podcast là-dessus. Le podcast, on n'a pas de système d'aide à la production. Donc en fait, du coup, on est plus fragile. Bon, mais avant qu'il y ait quelqu'un qui soit en position de monopole, déjà il y a personne en monopole dans le cinéma, la télé non plus en production. En fait, il y a des gros trucs sur le flux, t'as des gens incontournables, Banijay, tout ça, Endemol, enfin voilà. Mais personne n'est tout seul. Donc en fait, t'as quand même de la concurrence. De toute façon, et dans le podcast, ça restera pareil. Ce qu'il faut éviter, surtout, c'est pas tellement au niveau de la production. C'est au niveau de la distri. C'est en fait, aujourd'hui, pour faire court, les podcasts de Binge, 40% de la diffusion, c'est fait par Apple, 40% Spotify, et le reste, c'est 8% Deezer, 6% Podcast Addict, et voilà, et puis un peu, et t'as en plus du YouTube, que je compte pas là-dedans, donc YouTube ferait quasiment 10% du total. Donc ce serait 35, 10, 8, enfin voilà. Bon, Apple faisait 60%, 70% il y a 5 ans. Et Spotify 0. Bon, il y a quand même un paysage, même s'il y a des gros, personne n'est en monopole. Personne peut imposer, en fait, ses conditions. Mais le jour où on est comme la presse avec Google, c'est-à-dire le jour, et ça n'arrivera pas, où Spotify fait 95% de la diffusion, bah là, c'est chiant. Parce qu'il va diffuser non pas que le podcast, mais aussi la radio. Et donc, derrière, c'est l'accès, en fait, au contenu linéaire et non linéaire qui va être intermédiaire, et on aura les mêmes problèmes que la presse avec Google. Sur la production, aujourd'hui, on n'a pas de risque monopolistique. Sur la diffusion, oui, on en a un, parce qu'en plus, c'est des boîtes qui ont, en fait, des agendas qui consistent à intermédier et à ne pas rémunérer pour cette intermédiation et à capter la valeur. Bon, bah ça, c'est chiant. Après, Spotify, par exemple, c'est aussi, du coup, ils ont une politique en France qu'il faut quand même saluer, où ils commandent de la production originale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entités. Hein. Ils sont diffuseurs, mais aussi ils sont producteurs et ils achètent ou ils coproduisent. Donc, c'est aussi des clients de Binge. Mais sur la partie diffusion, je dirais que on a des rapports où ils ont des rapports dans le rapport de force. On est dans les contrats, on n'est pas en position de force quand on est un petit studio, mais ils sont pas menaçants sur le marché tant qu'ils font pas 90%. Et aujourd'hui, ils sont pas prêts de les faire. Ça reste un acteur dans un marché diversifié, donc concurrentiel, avec la concurrence entre les acteurs. Et donc ça, c'est plutôt sain. Et d'ailleurs, nous en tant que producteurs, on est ravis qu'il y ait de la concurrence dans la distribution parce que du coup, ça fait aussi plus de clients pour nos productions. C'est comme pour les producteurs audiovisuels, il y a plusieurs télévisions à qui ils peuvent vendre les formats. Et on est ravis, nous, des collaborations qu'on a sur la partie production avec Spotify, Audible, Amazon, etc. Joël, on va en terminer sur la partie un peu syndicale. C'est quoi les grandes lignes, les grands axes aujourd'hui pour le PIA? C'est quoi les grands chantiers? Je t'entendais raconter récemment que vous aviez contribué à normaliser beaucoup la question des contrats, justement. Vous aviez travaillé sur les conditions de travail, etc. C'est quoi les grands chantiers à venir du PIA sur les prochains mois, prochaines années? En gros, la première étape, tu l'as cité, c'était essayer de rendre lisible le marché par l'ensemble des interlocuteurs, donc les ayants droit, les auteurs, le gouvernement, tous les gens, voilà, les plateformes, etc. On mène des discussions avec tout le monde.
Et donc aussi les syndicats d'auteurs, les sociétés d'édition collective, tout le monde. Donc d'avoir un interlocuteur pour discuter de ça, etc. Nous, nos demandes, elles sont aujourd'hui, notre priorité, c'est mettre en place un système d'aide à la production. Donc qui nous permet de pouvoir consolider les budgets de production aujourd'hui on paye à 100%, alors que par ailleurs... C'est pas le cas à la télé, par exemple. Eux, ils ont des aides. Oui, alors la télé pour le stock. Encore une fois, documentaire ou fiction, la télé va payer avec le producteur que 60% ou 70%. Donc nous, on demande qu'il y ait ce système. Donc ça veut dire capter de l'argent chez les éditeurs, les diffuseurs, les plateformes, et le reverser aux producteurs pour pouvoir financer les œuvres complexes, parce que c'est aussi une question, et je crois que les Québécois sont sensibles à ça, une question aussi de souveraineté culturelle et linguistique. C'est-à-dire si on se met pas à produire des œuvres d'expression originale française sur notre territoire, eh ben d'ici 10 ans, 15 ans, en fait, on aura que des œuvres qui sont produites ailleurs et traduites dans notre langue, et point barre. Donc la question, il faut produire en France des contenus, et ces contenus, parce que ça assure une diversité, et voilà. Donc c'est pouvoir mettre en place ce système. Donc ça, c'est un lobbying auprès du législateur, des gouvernements et tout ça pour mettre en place un système du type CNC. Le CNC aide les films VR, il aide en fait les youtubeurs. Bon il devrait pouvoir aider le podcast, mais c'est pas possible aujourd'hui pour une raison qui est que on n'est pas considéré comme une œuvre audiovisuelle parce qu'il n'y a pas d'image. Donc on ne peut pas bénéficier des dispositifs de soutien pour cette raison. La loi définit que l'œuvre audiovisuelle doit avoir de l'image, sinon c'est pas audiovisuel. Et du coup, définit pas l'œuvre sonore. De la même manière, on peut pas avoir d'aide à la presse parce qu'on n'est pas sous forme écrite. Donc en fait, on est dans la zone d'ombre. Donc on veut sortir de la zone d'ombre. On veut pas des subventions. On veut être dans un dispositif vertueux de redistribution pour aider la création et pour soutenir en fait la production francophone. Donc ça, c'est le point. Et avec ça, ça veut dire aide. Alors c'est de l'aide sélective en général avec une commission qui dit ce projet, il est pas mal. On va filer 30% du budget avec un maximum de temps et tout ça. Bon, avec rendu de compte, avec voilà. Et ensuite aussi crédit d'impôt parce qu'aujourd'hui l'audiovisuel, pareil, quand vous employez des comédiens français, scénaristes, vous produisez des heures de contenu de stock français, vous pouvez disposer d'un crédit d'impôt et ça c'est une aide évidemment directe qui a un impact important sur la viabilité de nos entreprises. Et ça c'est le premier combat. Le deuxième combat, il est plutôt à moyen long terme, c'est la question du rapport avec les diffuseurs, donc les plateformes que j'ai citées. Mais ça, à court terme, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Voilà, on peut pas tout faire. Et après, on a un sujet, c'est d'amener Radio France à plus de concertation dans la façon de se comporter sur le marché de l'audio, parce qu'il représente un stock important. C'est-à-dire, en gros, la moitié de la consommation de podcasts avec le replay et le natif qu'ils font, et notamment aussi qu'ils puissent ouvrir une partie de leur production à la production extérieure. En gros, ça fait partie de nos demandes. Donc, c'est les sujets de lobbying qu'on a aujourd'hui. Ouais, ce sont des gros chantiers et dernière question. Comment tu sens les plateformes Spotify, Apple par rapport à ces recommandations? Parce que on est devant d'une situation où on part de très très loin quand même avec eux. Alors on peut pas les mettre dans le même sac parce qu'elles n'ont pas toutes la même stratégie. Donc les plus actives sur le front de la production et de distribution de contenu audio, ça reste en France Spotify. Alors il y avait Deezer qui pèse en distribution, c'est-à-dire à quasiment 8%. Mais plus en production. Ils sont sortis du marché de la production, mais néanmoins, ils ont un parc installé important. Et après, c'est Audible et Amazon. Amazon vient d'arriver, ils comptent pour 0,5%, mais ils ont des ambitions et des capacités et des talents qui permettent de dire qu'ils vont être là bientôt. Et Audible, qui est la filiale d'Amazon, mais sur le livre audio et qui fait aussi du stock. Bon, ça, et ils ont toutes des stratégies différentes, donc on peut pas les globaliser. Nous, le premier point, c'est de les amener d'abord à signer des accords de gestion collective avec les auteurs, parce qu'ils ont pas tous fait ça, voire personne. Bon, c'est avec la SCAM, ça s'aime et ça s'aide. Pour la rémunération de nos auteurs, parce que bon, mais ça, c'est pareil, c'est aux sociétés de gestion collective et aux plateformes de se démerder. Nous, en tout cas, on plaide pour qu'elles le fassent. Ensuite, derrière, on a des sujets contractuels pour l'instant, mais on peut vivre avec. Voilà, c'est que les contrats qui sont proposés par les plateformes sont souvent des contrats qui ne respectent pas forcément l'exception culturelle, et donc c'est compliqué. Voilà, c'est comme Netflix au début, c'est-à-dire ils captent l'intégralité de l'IP, et puis voilà, vous faites avec. Donc ça, c'est un sujet de long terme. On va pas le faire en rapport de force, on le fait plutôt dans la discussion et en essayant de mettre en place des opportunités conjointes. Et après, il y a la question de la diffusion et
et justement de la réglementation. Qui est le gendarme de cette diffusion? Parce qu'en fait, il y a un gendarme sur la partie SMAD, donc les services multimédia audiovisuels à la demande, c'est-à-dire les Netflix, les Disney, la télévision, les Canal+, tout ça, il y a des gendarmes, c'est l'Arcom en France, mais sur l'audio, il y en a pas. Bon, et ça, ce sera un sujet avec les plateformes dans un deuxième temps. Mais encore une fois, aujourd'hui, ces plateformes-là, elles sont importantes pour le développement du marché, et pour la plupart d'entre elles, elles contribuent à la production originale. Donc, c'est plutôt des partenaires, mais c'est des partenaires sur lesquels on a quand même des sujets de divergence. Est-ce que Spotify, à t'entendre, est-ce que Spotify, par exemple, s'achète un peu du long terme en contribuant à la production? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils jouent cette carte-là en disant, nous, on produit quand même du contenu francophone, on fait travailler les artistes, on fait travailler les producteurs, donc ayez pas les dents trop longues sur le reste? Honnêtement, je peux pas te répondre à la place de Spotify sur la raison stratégique pour laquelle ils font ça, et il est fort possible que, y compris les équipes de Spotify France, ne puissent pas répondre, puisque les décisions sont quand même très centralisées. Donc, en gros, c'est compliqué d'interpréter la raison. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que Spotify, si on doit le voir, a un intérêt à la production de contenu local, et en tout cas a fait le pari d'investir dans la production de contenu local, parce que le marché de l'audio parlé non linéaire, il est local. C'est-à-dire, en gros, 99% de l'audio parlé en France, il est produit en France. En gros, donc Spotify, s'il produit en France, c'est aussi pour disposer de droits et aussi d'un élément distinctif par rapport à la concurrence. Donc ils le font pour des bonnes raisons. Ensuite, après, il y a d'autres raisons. C'est évidemment, si ils payent tout au proportionnel, Spotify. Quand vous écoutez une minute de musique, vous payez, et si vous écoutez 2 morceaux, vous payez plus cher quand vous en écoutez plus d'un. En fait, c'est Spotify qui paye parce que vous payez au forfait. Donc du coup, chaque fois que vous écoutez un morceau, Spotify va payer. Alors que les podcasts, c'est un peu différent. Ils payent une fois l'œuvre, mais ensuite ils payent pas aux ayants droit de manière proportionnelle. Donc en fait, c'est évident que d'un point de vue rentabilité, des heures d'écoute de podcast coûtent moins cher, puisqu'il n'y a pas de proportionnalité, contrairement à la musique. Donc ça aussi, on peut imaginer que c'est une raison stratégique qui est pas mauvaise. C'est un bon calcul quelque part. Ils se disent, nous, on fait de la musique. Finalement, la radio, c'est de la musique et du parler. Faisons le parler, et autant que faire se peut, essayons de payer le parler en forfait plutôt qu'au proportionnel. Bon, c'est logique que du coup, pour ça, il faut qu'ils achètent des droits. Ils peuvent pas se contenter uniquement de la reprise RSS gratuite. Donc voilà, la raison pour laquelle ils font, c'est qu'ils ont besoin d'avoir un élément distinctif, ils ont besoin de soutenir les autres usages. Je parle pas de Spotify, je parle de toutes les plateformes comme Deezer ou autres. Et ils ont besoin aussi de diminuer la part de musique qu'ils payent, parce que ça coûte cher, la musique, puisque ils ont pour le coup en face des gros négociateurs que sont Universal, Warner, je sais plus qui, enfin toutes les boîtes qui eux font payer très très cher. Donc par contre, majoritairement, le podcast, j'ai pas les chiffres d'usage, ça reste minoritaire aujourd'hui. Mais dans des pays aujourd'hui comme la Suède, l'audio linéaire, non linéaire, c'est majoritairement écouté sur Spotify, et du coup Spotify détient, d'un point de vue marché, ils ont intermédié le marché de manière importante, mais c'est le pays d'origine, et du coup pour eux stratégiquement c'est utile d'acheter des contenus et d'investir dans l'audio parlé, parce que c'est une chaîne de radio. Ouais, c'est une façon de maintenir une présence exclusive. Ouais. Écoute Joël, merci infiniment pour cette entrevue, c'était vraiment passionnant, on est allé sur plein de sujets. Merci beaucoup Joël. Je vous en prie. On te reverra peut-être. J'aimerais bien qu'on refasse un point dans 6 mois, 1 an, pour voir où on est le travail du PIAC, qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, surtout ici au Québec, au Canada, où on discute entre producteurs et studios de justement se regrouper pour défendre un peu des intérêts communs là qui sont souvent pas faciles à partager. Alors écoute, merci beaucoup Joël, vraiment. Moi en tout cas j'ai appris énormément de choses. C'était une super entrevue. On te souhaite plein de belles choses. On va continuer à écouter Binge Audio et puis on se dit à bientôt. Ça marche, merci à vous tous les trois et à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette entrevue. J'espère que vous en avez retiré des choses intéressantes. J'espère que vous avez, comme moi, appris des choses. Joël a vraiment une position unique dans l'univers du podcast francophone, puisque il est à la fois président du syndicat des producteurs indépendants et en même temps cofondateur de l'une des compagnies de production les plus avant-gardistes de l'univers du podcast francophone. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suggérer des entrevues, des noms de gens avec qui vous voudriez qu'on s'entretienne, que je m'entretienne. Et puis, si
s'il vous plaît, mettez des commentaires, donnez des étoiles à ce podcast si vous l'appréciez. Cet épisode est une production GoScript Media, je l'ai réalisé. Il est fait en partenariat avec Eddie Sound et les musiques que vous entendez proviennent du répertoire musical de BAM Music. Je vous remercie de l'avoir écouté et n'oubliez pas que l'audio soit avec vous. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Why does it have to feel so good? I knew it, I had to go. Move a little faster.